L'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, mesdames et messieurs, quatre mots qui ont changé la face de la culture occidentale moderne, qui ont changé certainement ma vie à moi. C'est évidemment la nouvelle absolument légendaire, probablement la plus connue de H.P. Lovecraft, publiée en 1928. C'est le jeu génialissime de Sandy Peterson, le jeu qui a complètement changé le cours de mon existence. Je suis encore en train de planifier ma campagne. Je vais la faire, OK? Et c'est finalement un film de 2005. C'est notre film aujourd'hui. À Pourquoi c'est bon? C'est aussi le 100e film, la 100e vidéo de film dont on parle sur la chaîne. Puis à la fin de la vidéo, je vais mentionner, parce que je vais en profiter pour faire un événement spécial dans pas très longtemps. Puis je vais aussi vous montrer Riley sur la carte. J'ai trouvé une carte où on voit exactement où se trouve la cité engloutie de Riley. Ça fait que je vous parler de tout ça à la fin. C'est un film absolument génial. Puis c'est aussi un film muet. Et c'est, à mon avis, la meilleure adaptation de Lovecraft de tous les temps. Il y en a qui passent très proche. Je suis certain que si Guillermo del Toro finit par faire Les Montagnes hallucinées, puis si on nous manifestait ce film, ça va être absolument génial. Mais je doute fort qu'on va jamais arriver à égaler le génie transcendant de cette adaptation de 2005. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que ça raconte, évidemment? Ben, vous connaissez probablement l'histoire. Ça se présente sur papier, la nouvelle. Là, c'est un écrit posthume et il y a un gars qui s'appelle Francis Wayland Thurston, et il est mort. Hein, il est mort fou dans un asile psychiatrique, mais il a laissé ses notes et il a demandé qu'on les brûle, mais on est en train de les lire, et ses notes, pour l'essentiel, ce sont celles de son grand-oncle à lui. Tout ça tient dans une grosse valise, et dans la valise que lui, Thurston, a reçue en héritage quelque temps avant de mourir fou dans un asile, eh bien, il y a un énorme dossier et une étrange statue qui représente une créature tentaculaire. Une curieuse créature tentaculaire. Et ben voilà, alors Thurston, notre héros, il va passer à travers le dossier, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont principalement les notes de son grand-oncle, et au début, ça apparaît être un assemblage disparate là, d'anecdotes et de trucs qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Alors au début, c'est un artiste trop sensible, a des rêves obsédants et devient fou. Et puis après ça, il y a un flic qui intervient, puis il y a ses documents à lui, ses pièces à lui, et ben, il a été mêlé à un crime atroce en 1905 en Louisiane. Il est tombé sur une sorte d'orgie rituelle, et ça a très mal fini, ça a été atroce, et voilà. Donc ça raconte ça, cette intervention policière, puis une expédition dans le Grand Nord, un paquet de trucs comme ça. Puis ça culmine tout ça par, c'est ça, une expédition, un naufrage malheureux essentiellement, une mésaventure d'un bateau au large de la Nouvelle-Zélande. Ils vont découvrir une cité engloutie. Je vous vends le punch, peut-être que vous le savez, la terrible cité de Riley. Et ce qu'ils vont réaliser, tous ces gens-là, c'est que tous ces événements disparates, en vérité, ils sont tous reliés les uns avec les autres, horriblement liés. Et ils vont découvrir que, d'une part, l'humanité plonge en plein dans l'illusion par rapport à sa place minuscule et méprisable dans le cosmos, que la réalité de l'existence est 1000 millions de fois plus horrible que ce qu'elle est capable de contempler. C'est pour ça qu'ils virent tous dans la folie, parce que c'est la seule option, la folie ou la mort. Mais ce qu'ils vont réaliser en plus, c'est que ce n'est pas tout. Ces événements disparates ne sont pas disparates du tout, parce qu'ils sont tous en train de répondre à un appel. Et quel est cet appel? L'appel de Cthulhu. La première fois que j'avais entendu parler de ce film-là, j'ai tout de suite, avant même de l'avoir vu, je suis tout de suite tombé en amour avec le film, parce que la prémisse, c'est que c'est un film amateur, en fait, et il a été tourné comme film muet.
Puis, puisque l'histoire de Lovecraft date de 1928, les gens qui ont fait le film se sont dit, c'est parfait, on va tourner ça exactement comme un film expressionniste. Puis il y a une saveur expressionniste dans le film, mais comme un film à la Murnau ou à la Fritz Lang, etc., là, comme les grands films muets des années 20. Puis ça m'a plu dès le début. Puis je vais vous le dire tout de suite pourquoi, en partant, c'est aussi génial. En réécoutant le film, je l'ai réécouté cette semaine, c'est juste environ 45 minutes, c'est même pas une heure comme film, ça s'écoute très rapidement. J'ai réalisé à quel point c'était un parti pris, non seulement cool pour le geek en moi ou pour l'amateur de cinéma, juste au niveau, là, c'est tellement brillant d'avoir pensé à ça, mais c'est un choix artistique et esthétique pratiquement transcendant parce que c'est ce choix du muet qui permet au réalisateur et à l'équipe de reproduire si parfaitement l'absolue quintessence de l'expérience Lovecraftienne. On peut dire, ça se discute, qu'est-ce que c'est la quintessence de l'expérience Lovecraftienne, etc. Puis il y a la dégénérescence, par exemple, le fait, par exemple, comme dans Haunted Palace, là, Charles Dexter Ward ou Claire tombée du ciel, 2 films dont on a parlé récemment, le fait que les gens commencent à tomber en ruine essentiellement, etc. Il y a ce genre d'histoire, il y a tout un paquet de trucs comme ça, les complots, mais fondamentalement, ce qui rend Lovecraft si difficile à traduire à l'écran, c'est que tout repose sur le non-dit, en fait. Alors oui, évidemment, Lovecraft est tout le temps en train de faire des phrases à trombone, là, des phrases à la Marcel Proust avec 95 adjectifs cherchés dans le dictionnaire. Mais il y a une raison pour ça, parce que ce qu'il est en train de faire à travers ça, c'est que Lovecraft est toujours en train de peindre les contours d'une créature monstrueuse qu'il est impossible de décrire directement. C'est toujours ça, ces monstres, c'est toujours entrevu partiellement, une silhouette, une main comme la main de Dagon, etc. Mais tout le principe, c'est que les monstres ne peuvent pas être décrits ni même compris directement. Puis ça, c'est crucial, parce que ces monstres-là ne sont que l'expression de l'univers lui-même. Puis la philosophie que Lovecraft met de l'avant, son point de vue à lui, c'est que justement l'univers est non seulement énorme au-delà de notre imagination, mais la seule chose qui est plus grande que cet univers au-delà de notre imagination, c'est notre insignifiance dans cet univers-là. Tu sais, les humains ont été créés par les créatures anciennes, là, les choses anciennes, etc. Ceux qui ont créé les Shoggoths, je pense que c'est eux qui ont créé les humains d'après Montagne hallucinée, puis tout ça. Puis c'est une expérience, là, tu sais, je veux dire, on est un microbe là, dans un laboratoire, c'est ça qu'on est pour eux autres. Là. On n'est rien, là. On est bien loin des Shoggoths, OK? L'idée, c'est ça, c'est que c'est une expression philosophique, en fait. Puis c'est aussi un choix esthétique puis artistique, puis le médium, tu sais, le cinéma, c'est un médium visuel. Comment est-ce que tu fais pour montrer visuellement quelque chose dont l'esprit même est qu'il ne peut pas être montré visuellement? Puis c'est là le génie, entre autres, du choix du film muet, parce que le film muet est intrinsèquement limité. Il est limité technologiquement. Puis ici, avec le film, l'appel de Cthulhu, non seulement il ne se cache pas de ces limites-là, mais il les revendique, il les met de l'avant. Alors, il y a, par exemple, un cas très, très... moi, qui me reste toujours en tête, c'est que quand on voit le bateau là, flotter dans l'océan, c'est genre une maquette, puis c'est évident que c'est une maquette, mais une maquette sur un genre de drap, comme tu sais, donc on agite un drap, une couverte, un truc comme ça, puis ça fait comme les vagues, essentiellement. Fait que c'est au-delà d'artificiel. J'ai vu ça dans des émissions de marionnettes à la télé quand j'étais petit, des émissions de marionnettes en noir et blanc des années 60. Là. C'est un niveau d'artifice de théâtre pour enfants, ça. Okay? Puis le film utilise plusieurs fois ce genre de procédé-là. On voit, Cthulhu, par exemple, il est réalisé en stop motion, on le voit quelques plans. Puis c'est un stop motion très, très rudimentaire, en vérité, si on est sincère. Là. Mais l'effet que ça produit, c'est quand on finit justement par arriver sur l'île de Riley, puis par voir Cthulhu, ça fait 45 minutes qu'on baigne dans ce climat, cette atmosphère
on est déjà dans le faux, on est déjà dans le théâtral, on est déjà dans les effets de caméra, mais très, très, très prononcés. Puis je vais dire ici que ça fonctionne parce que le film repose vraiment sur la grammaire et la syntaxe du film muet. Puis à ce niveau-là, c'est Andrew Lehman, je crois le nom du réalisateur. Il a signé que 2 films, les 2 c'est des adaptations de Lovecraft. L'autre, c'est Témoignage de Randolph Carter en 87 que j'ai pas vu, là, un film de 50 minutes qui a l'air, je suis certain que c'est excellent, basé là-dessus. Mais c'est ça, le fait est qu'en regardant le film, bon, je dois admettre qu'il m'arrive à l'occasion de pêcher par surenchère, par enthousiasme, n'est-ce pas? Mais le fait est que, là je parle ici de la qualité du film comme film muet, M. Lehman ici a reproduit un pastiche presque parfait. Okay? Il y a des petits défauts, j'en parle peut-être dans un instant, mais un pastiche presque parfait de film muet des années 20. Okay? De l'époque où là, vraiment le cinéma est devenu un grand art, puis on a comme des noms que j'évoquais tantôt, comme Murnau, Fritz Lang, etc. Il y en a plusieurs autres. Donc, où le cinéma a développé une syntaxe, une grammaire, Eisenstein, etc. C'est non seulement une forme d'art qui a atteint dans les années 20 le niveau du sublime. Okay, j'ai réécouté Les Mains d'Orlac récemment, c'est génial, génial, c'est ultra bon. Mais non seulement ils ont atteint un niveau du sublime, mais c'est un art qui est tombé en déchéance, en décrépitude, comme les héros de Lovecraft, en fait, puis qui a été remisé et oublié parce que le cinéma muet, à partir du moment où le cinéma parlant arrive sur la scène en 1929-1930, ben toute l'expression, tout le médium au complet change. Puis il y a beaucoup des modes d'expression du cinéma qui disparaissent à ce moment-là. Puis le fait est que, même moi, là, OK, quand je retourne à écouter des films muets, ben souvent, il faut que je me force un peu parce qu'il y a un ajustement qu'il faut. Il y a un ajustement à faire, un ajustement mental. On ne reçoit pas ces films de la même manière. Puis au début, il y a un effort à faire parce qu'on attend le son, puis c'est fatigant des fois de voir le style de jeu exagéré très souvent dans certains plans, pas tous, mais tu sais, dans Dr. Mabuse le joueur, j'ai écouté la première partie là, avec Rudolf Kleinroge, le même qui faisait le méchant dans Metropolis, ben c'est ça, c'est lui qui fait le Dr. Mabuse, puis par moment, il joue très très gros, ceci dit, il est génialissime, mais les mouvements, bon, très exagérés, etc. Puis quand on regarde un film muet, on perçoit ça souvent comme quelque chose d'extrêmement rébarbatif, en plus en noir et blanc. Ça fait que le fait est que le spectateur moderne, et souvent même moi, ça ne nous donne pas le goût d'en écouter. Mais quand on fait l'effort de s'installer et de dire que je vais accepter ce que j'ai devant moi, comme c'est, là, une peinture de Léonard de Vinci n'est pas une photo. C'est 2 médiums différents. Okay? Donc, je vais prendre qu'est-ce que j'ai devant moi. Bien, si on regarde le film pour tel qu'il est, le cinéma muet en général pour tel qu'il est, quand on tombe sur une de ces grandes œuvres, comme les auteurs que j'ai mentionnés tantôt, puis il y en a beaucoup d'autres, si on laisse l'œuvre nous imprégner, c'est hallucinant, là. C'est hallucinant, là. Tu sais, le Faust de Murnau, je ne l'ai toujours pas vu au complet d'ailleurs, là, honte à moi, mais le Faust de Murnau, là, c'est déconcertant comme c'est puissant, là. Tu sais, quand Coppola a fait son Dracula à l'époque, c'est très, 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 très inspiré là, du Faust de Murnau. C'était extrêmement avant-gardiste, le cinéma des années 20, en Allemagne en particulier. Fait que, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que L'Appel de Cthulhu, c'est un pastiche de ça. C'est un pastiche brillantissime. Puis, je me pose sérieusement la question, je veux dire, c'est absolument comparable à ces films-là. Okay, puis ça, c'est un film amateur. C'est un film amateur tourné par la H.P. Lovecraft Historical Society, je pense qu'ils sont à Providence. Ils vendent des enregistrements de pièces de théâtre basées sur Lovecraft, puis des accessoires, des reproductions. Vous pouvez acheter la mallette, la trousse, la valise, L'Appel de Cthulhu. En tout cas, il y a quelques années, ils la vendaient pour genre 1000$ ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez acheter des accessoires tirés de ces bouquins. Ça, c'est ce qu'ils font. Puis là, ils ont décidé de faire un film. Fait que c'est entièrement des amateurs. Puis c'est eux qui jouent dans le film. Les amateurs ont créé le film, écrit le film, joué dans le film, distribué le film. C'est tous les autres. C'est du monde comme vous puis moi, ça. Okay? Ben,
le film est du niveau artistique et c'est comparable au niveau artistique. J'ai mentionné Les Mains d'Orlac tantôt, un des plus grands chefs-d'œuvre de l'horreur bordée science-fiction des années 20, un film encore extrêmement efficace aujourd'hui. Ben oui, c'est de ce niveau-là. Puis regardez le film L'Appel de Cthulhu, justement, il y a une finesse dans la réalisation là-dedans que je n'avais pas remarqué la première fois. Parce que j'avais remarqué les défauts. J'avais remarqué les acteurs qui sont un peu moins bons des fois, puis le style. Certains acteurs jouent absolument dans le ton des années 20, puis ça, c'est les meilleurs bouts, là, quand l'artiste vire fou, là, c'est hallucinant. Là. La scène où est-ce que l'artiste vire fou avec son psychiatre, là, c'est tellement excellent. Là. Mais, tu sais, quand il vire fou à la fin, quand il rencontre l'île de Riley, etc. Bon, c'est ça. Mais il y a certains acteurs qui jouent un peu plus faux. Il y a une séquence de faux dans le sens contemporain, qui joue plus moderne un petit peu. Il y a, je pense qu'il y a un petit peu de CGI. C'est discret, mais il y en a un tout petit peu. Ça paraît. Il y a des petites affaires comme ça. Il y a quelques fondus enchaînés à moi qui me sont apparus pas cohérent avec le langage des années 20 parce que la technologie ne le permettait pas. J'ai l'impression, mais ça serait à vérifier, mais j'ai eu très fort l'impression que c'est ça, certains fondus enchaînés étaient pas possibles technologiquement avec les caméras des années 20, mais il les a mis quand même dans son film. Ça fait que c'est ce niveau-là de petits détails. Mais en contrepartie, c'est ça, pour l'essentiel, la séquence où est-ce que le gars vire fou, par exemple, il y a des séquences de rêves, là, de nombreuses séquences de rêves. Là. Non, mais c'est prodigieux, là. C'est absolument prodigieux. Puis c'est ça, je n'avais pas réalisé, je me souvenais pas à quel point c'était vraiment finement réalisé, les transitions, la contrepartie d'une scène à une autre, d'une séquence à une autre. Puis ça, c'est quelque chose, c'est très Fritz Lang, là. Okay, une des grandes forces de Fritz Lang, si vous regardez, c'est un film parlant, mais quand même, si vous regardez Le Testament du Dr Mabuse ou même Les Mille yeux du Dr Mabuse, une des grandes forces de Fritz Lang, c'est la transition d'une séquence à une autre. Puis qu'est-ce qu'il raconte subtilement, presque de manière subliminale, avec ces enchaînements comme ça. Ben lui, il y a quelque chose de ça là, dans l'Appel de Cthulhu, Lehman. Puis c'est juste brillant. Puis un des derniers trucs que je mentionne sur le film, il y en aurait une tonne. Là, okay? Ils finissent par arriver sur l'île, okay? L'île de Riley. L'idée de la ville de Riley, vous le savez, c'est que c'est la société, de la ville des grands anciens, là où dort Cthulhu, et qui envoie les rêves qui rendent les gens fous. Là. Bon, ça, je présume encore une fois, vous connaissez l'histoire. L'idée, c'est que c'est une ville avec une architecture non euclidienne. Puis ça vient très souvent, les mathématiques non euclidiennes chez Lovecraft. Puis j'ai essayé de voir, je suis allé voir l'article tantôt pour la énième fois sur Wikipédia. Qu'est-ce que c'est au juste les mathématiques non euclidiennes? J'ai rien compris. Là. Donc, les articles de Wikipédia sur les mathématiques, il faut être mathématicien pour les comprendre. Mais l'idée, c'est que on a des formes dans la ville qui ne semblent pas provenir de notre monde et de notre dimension. Fait qu'encore une fois, il y a une grande force d'évocation dans le terme non euclidien, mais comment est-ce que tu fais pour rendre ça à l'écran? Ben, Stuart Gordon, là, déjà, lui, l'a fait très, très bien dans Dreams of the Witch House, là, l'épisode de Masters of Horror. Là, il y a un élément, il y a une scène en particulier qui repose précisément là-dessus. C'est brillant. Ça, c'est tristement cool. Mais ici, OK, quand on arrive dans Riley, c'est exactement ça. On se dit, mais oui, voilà exactement la cité cyclopéenne avec les grands blocs de pierre aux angles non euclidiens. On comprend tout de suite qu'est-ce que Lovecraft a voulu dire, autant dans les formes étranges que dans le fait qu'on s'y perd complètement. Il y a un détail à un moment donné où est-ce que quand Cthulhu attaque, là, il est en train de manger tout le monde, et il n'est pas très content qu'on l'ait réveillé. Puis là, les marins sont en train de s'enfuir. Puis toute cette séquence-là, c'est brillant, parce que la ville absolument démente, un peu comme Pantang de Michael Moorcock, là, elle est complètement folle, la ville. Fait qu'il court dans une direction, puis il arrive sur... C'est fou. Puis il y a un des marins qui disparaît, okay, parce qu'à cause des angles non euclidiens, justement, il tombe dans un trou, mais un trou invisible, un trou qui n'est pas visible à cause de la géométrie d'une autre dimension essentiellement. Puis c'est pratiquement comme un tour de magie parce que tu le vois pas venir du tout. Puis quand, je veux dire, c'est brillant, c'est juste génial. Puis encore une fois, un concept
pratiquement impossible à rendre à l'écran, en vérité. Stuart Gordon, il s'en sort parce que là, son personnage, je pense que c'est mathématicien, il y a un écran, je veux dire, il s'en sort par un procédé astucieux. Mais il y a un écran d'ordinateur où est-ce qu'il explique des trucs. Là, okay? Il y a carrément une affaire mathématique, là, okay? Une démonstration mathématique. Tandis qu'ici, c'est entièrement par la réalisation, le décor, etc. etc. Fait que c'est au-delà d'admirable. Puis je veux dire, c'est brillant. Là, c'est carrément brillant à tous les niveaux. Puis c'est tellement, encore une fois, une allégorie parfaite de ce que Lovecraft essaie de dire puis essaie d'exprimer à tous les niveaux. Là. Puis le dernier truc que je mentionne sur le film, puis il y en aura encore une fois, j'en aurai pour 3 heures, c'est absolument parfait, c'est complètement fidèle à l'histoire. Ça raconte exactement la nouvelle de Lovecraft. Puis Lovecraft, c'est dur à adapter pour un paquet de raisons, à cause qu'il ne décrit pas les choses, je l'ai mentionné, mais aussi parce que souvent, ces histoires, les intrigues, des fois, il y a beaucoup de suggestions, ou carrément, des fois, il se passe à peu près rien. Là, c'est quoi, Shadow Out of Time, ou quelque chose comme ça, j'en parle, je l'ai déjà mentionné comme exemple, où est-ce qu'il y a un gars qui se fait posséder par la grande race de Yit, ou un truc comme ça, puis là, bon... Il y a plusieurs de ces histoires où est-ce qu'en vérité, il n'y a pas vraiment d'histoire. Le gars il a des rêves étranges, puis il voit des choses bizarres, puis quand il se lève, il comprend pas, puis mais c'est ça, c'est à peu près ça, là, t'sais. Puis il se rend compte que finalement, il va dans un musée, puis il trouve un artefact, oh mon Dieu, ce n'était pas un rêve. Bon, genre, ok, des fois c'est ça. Fait que, le fait est que c'est pas des histoires en 3 actes, là. Il n'y a rien d'histoire en 3 actes là-dedans, c'est décousu. Puis c'est une des grandes forces de l'histoire, un truc que j'appréciais pas dans le temps. C'est présenté comme étant, un peu comme Dracula est présenté, Dracula de Bram Stoker, c'est une série de lettres, hein. C'est une sorte de roman épistolaire avec des pièces, puis tout ça, puis c'est la tradition qui remonte aux liaisons dangereuses, etc., etc. Mais c'est un dossier judiciaire, quasiment psychologique. Là. C'est une série de documents, puis l'appel de Cthulhu, la nouvelle, c'est voici les différents documents, voici les différents trucs qui se passent, puis on va dans le temps, 1905, 1928, 26, etc. Bon. Mais ça fait pas une histoire facile à décrire, ça. Mais ils le font. Ils font juste le faire, puis ça marche, puis c'est captivant, puis c'est excellent, puis les flashbacks à l'intérieur des flashbacks, puis un paquet de trucs qui devraient pas marcher, fonctionne absolument, marche admirablement du début à la fin, puis c'est juste parfait, c'est juste excellent, encore une fois, à tous les niveaux, puis des amateurs, tu sais, qui font un film muet. Fait que, tu sais, je n'ai qu'amour et affection pour ce film-là, puis ça m'épate aussi de dire, ben, ce sont des gens comme nous, là, OK? Ce sont des nôtres qui ont fait ce film. Guillermo del Toro aussi est des nôtres. Mais il y a des plus gros budgets. Ici, c'est entièrement l'amour et la dévotion, tu sais, puis les moyens du bord, puis je pense que le gars qui a réalisé le film, c'est un gars qui a fait des maquettes sur d'autres films. J'ai cru voir ça tantôt sur l'IMDb, fait qu'il avait un peu d'expérience. Puis c'est des gens qui font des accessoires comme passe-temps. Ça fait qu'il y avait ça, là, mais non, ce sont des amateurs qui aiment Lovecraft, puis ils ont créé une œuvre, c'est ça, une œuvre absolument fidèle à l'esprit, à la lettre de tout ce qui est Lovecraft. Ça fait que, non, c'est absolument... C'est un cadeau tombé du ciel. Qu'elle me bloque ici-bas, je suis d'un désastre obscur, comme disait l'autre. Mais voilà. Fait que il faut absolument voir ça si vous ne l'avez pas vu. Le voir, le revoir, là, c'est absolument génial. Fait que si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien dans la description. Formulaire de don, c'est hyper apprécié. À vous tous qui me soutenez, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est Fennig Louis, Meg Louis 9, Cthulhu, Riley, Waga, Nagol, Fetagon. Et en ce qui concerne nos petits bonus pour aujourd'hui, ben c'est ça, la carte de Riley, je l'ai trouvée sur Wikipédia. J'imagine que je vais la mettre quelque part à l'écran. Shazam! Fetagon. Le bonus que je prévois pour le 100e vidéo, ça c'est encore une fois la vidéo numéro 100, c'est je prévois faire ce que les anglo-saxons appellent une S-tier, un tier list ou un truc comme ça. C'est beaucoup de préparation, là, mais je suis en train de préparer ça. Donc je vais prendre les 100 films dont j'ai parlé sur la chaîne ici, les films pour lesquels j'ai fait une vidéo complète. Alors soit les versions courtes, soit les versions longues.
longue. Il y en a 100 en tout et on va mettre ça, S-tir, A, B, C, D. Peut-être que je vais rajouter F, on verra, mais ça devrait être assez amusant. Voilà, dans les prochains jours, j'espère faire ça cette semaine. Alors, si vous êtes là depuis le début ou depuis... Peu importe, merci. Nous vaincrons, la vie est belle. On va s'en sortir. Et en ce qui concerne l'appel de Cthulhu, pourquoi c'est bon? Ben, je l'ai dit, parce que c'est une œuvre faite avec amour par des amateurs et qui réussit, malgré cela, ou peut-être pour cela, à être l'adaptation la plus parfaite de Lovecraft de tous les temps.